16h51, LCI Direct. LCI Direct laisse sa place au grand dossier, votre grand dossier, 16h51. Vous êtes sur LCI et cette troisième nuit de frappe consécutive. Trump accentue la pression, il dévoile de nouvelles munitions, ses drones navals entrent en action et il a même l'intention d'aller plus loin. Tiens, vous allez le découvrir. On va vous reparler du nucléaire iranien. Il va peut-être frapper, nous dit-il, Donald Trump, une montagne, la montagne de Pioche. On vous dira tout de ce qu'elle cache. En tout cas, elle est dans le viseur du président américain. Pendant ce temps, le régime iranien rend coup pour coup et s'attaque à de nouveaux pétroliers dans le détroit d'Ormuz. Foyer de tension extrême que chacun, Téhéran et Washington, veulent contrôler. On verra comment et pourquoi. Vous allez voir que c'est surprenant. Et enfin, on vous racontera cette histoire folle. Histoire folle, incroyable tentative de retournement par Israël d'un dur de chez dur du pouvoir iranien, l'ancien président Mahmoud Ahmadinejad. Tout est bon, semble-t-il, pour faire plier ce régime. Les États-Unis sont-ils prêts à faire tapis? Sont-ils prêts à négocier, frapper pour négocier? On écoute le président américain. Le blocus est probablement encore plus efficace que les frappes. Mais je pense que la combinaison des deux est ce qui fonctionne vraiment. Mais pensez-vous qu'un accord soit encore possible? Oui, je pense qu'un accord est possible. Voilà, un accord est possible. En tout cas, ça frappe. En attendant cet accord, j'ai autour de moi pour nous accompagner dans ce grand dossier que les numéros 10 ce soir, demi-finale de Coupe du Monde. Mais nous, on parle d'Iran et du détroit d'Ormuz. Samantha de Bernbern, bonsoir à vous, chercheuse à la Royal Institute of International Affairs. C'est comme ça qu'on dit avec l'accent britannique, mais vous me corrigez si je me trompe. Vincent Hugeux, je suis ravi, grand reporter et essayiste, ravi de vous avoir avec nous dans ce grand dossier et sur ce plateau. Xavier de Giacomoni, grand reporter, spécialiste des questions internationales. Vous êtes l'un des membres éminents de ce service international de LCI. Et puis le général Gilles Abray, ancien inspecteur de l'armée de terre, enseignant à l'Institut catholique de Paris. Merci à vous de nous éclairer parce qu'on va se poser des questions tactiques et militaires. Pourquoi une subite reprise des hostilités? En tout cas, samedi 11, dimanche 12, lundi 13 et aujourd'hui mardi 14 juillet, les jours se suivent et se ressemblent désormais dans le détroit d'Ormuz où Washington frappe de plus en plus fort. On l'a entendu dans les mots et on va le voir en images. Troisième nuit consécutive de bombardements décidés par le président américain et des explosions, écoutez, signalées de part et d'autre des côtes du détroit d'Ormuz. Regardez, c'est impressionnant. Voilà, force explosion, des détonations sur diverses villes, divers sites iraniens ordonnés par le président américain. Elle rappelle ces images et ces détonations les heures les plus chaudes de la guerre entre les États-Unis et l'Iran. Je me trompe, Vincent Hugeux? Alors, en préambule, j'ai envie de citer un éminent historien et orientaliste qui s'appelle Henri Laurence, qui, alors, à propos du Liban, mais on peut étendre son propos à l'ensemble de la région, disait « Si vous croyez avoir compris quelque chose au Moyen-Orient, c'est qu'on vous l'aura mal expliqué. » Bon. Donc, il faut en revenir à, me semble-t-il, un élément crucial, c'est que ce qui se paye aujourd'hui, c'est tout simplement la rançon des ambiguïtés de ce prétendu protocole d'accord. Vous avez des traités ou des protocoles qui ne tiennent que par leur ambivalence, comme certains cargos à hors d'âge ne tiennent que par la rouille. Et depuis le début, en réalité, les germes de cette chorégraphie assez funeste à laquelle nous assistons, nouvel épisode, ils sont précisément dans un accord au demeurant dissymétrique, puisque vous aviez face à face des amateurs issus de l'entourage de Donald Trump, sans doute incapables, voilà encore quelques mois, de situer l'Iran sur une carte, et a fortiori le détroit d'Ormuz, et en face d'eux, des Iraniens aguerris, dont certains d'ailleurs ont été formés dans les universités américaines et britanniques, parfaitement au fait de la psyché de Donald Trump. Vous me direz, c'est pas un exploit, et donc qui avait joué magnifiquement de l'ambiguïté. Donc voilà. Alors le problème de cette chorégraphie, et je m'arrêterai là à ce stade, c'est que vous pouvez de temps en temps jouer cela à la flûte traversière, donc on maîtrise relativement bien. Là, on est plutôt dans la grosse caisse, et il y a toujours un risque, évidemment, quand vous avez une concentration de force et d'échanges riposte représailles, que à un moment donné, ça devienne incontrôlable.
Samantha de Bernard, je me tourne vers vous. Bon, il y a toujours le risque du dérapage dans ces moments-là, mais est-ce que c'est le signe à minima, cette troisième nuit consécutive, que ce cessez-le-feu, qui n'a de nom que le cessez-le-feu, est mort et enterré? Le cessez-le-feu est mort et enterré, mais je voudrais vraiment revenir sur ce que Vincent vient de dire, c'est que ce mémorandum qui a été signé à Versailles a été négocié donc par des amateurs. Aucun des spécialistes qui existent aux États-Unis, il y en a beaucoup qui ont par exemple travaillé avec les Iraniens sur l'accord nucléaire de 2015, n'ont participé aux négociations. Et tous ceux qui y ont participé et qui ont pu commenter sur ce qui s'est passé, sur cette pseudo-négociation pour avoir le Memorandum of Understanding, le MOU, le MOU, c'est acronyme un peu bizarre, mais en tout cas, bon. MOU est flou. Tous disent, quand on négocie avec les Iraniens, il faut regarder chaque phrase. Il y a une phrase que l'on ressort très souvent, c'est que l'Iran fera les arrangements avec les meilleurs efforts possibles pour assurer le passage sécurisé des navires, sans parler du passage dans quel des 3 canaux du détroit d'Ormuz par lesquels les navires peuvent circuler. Et donc c'était laissé ouvert à 1000 interprétations possibles. Les Iraniens peuvent dire « nous exerçons notre plein droit sur ce détroit ». Et pour les Américains aujourd'hui, et Donald Trump lui-même le dit, eh bien la guerre est presque en train d'être repartie à tel point qu'il a écrit au Congrès. Oui, absolument. On va y revenir parce qu'il y a en effet les paroles, il y a les images, il y a les bombardements, il y a les messages qu'on adresse en ordonnant à son armée de bombarder, mais il y a aussi les actes institutionnels, mais on y reviendra sur cette lettre adressée au Congrès. Difficile de dire, donc en tout cas, si ce protocole d'accord, vous parliez, il existe encore, pour rappel, il a été signé à Versailles, sous les ordres de Versailles, le 17 juin dernier. En tout cas, cette question, le cessez-le-feu, est-il mort? On se la pose d'autant plus avec vous, Xavier, et avec ce coup d'éclat des Américains. J'aimerais que vous nous en parliez. On va se diriger vers ce grand écran, le barco, comme on dit dans le métier, le plasma. Les Américains font entrer en action leurs drones marins, et là, on a besoin, capitaine de Giacomoni, de vos éclairages. Les Américains avaient une cible, c'était le port de Bandar Abbas et plus exactement les installations techniques. Ils ont utilisé des drones navals. On en voit un ici, un deuxième là-bas. En fait, il y en a eu 3 pour viser cette installation portuaire. On voit ici ce qu'on appelle un travel lift. Hop, l'explosion. Le drone naval Corsair est arrivé. On voit les 2 jetés. Tout a été totalement soufflé par l'explosion. Et en fait, ces bâtiments ont pu être lancés depuis des navires de l'US Navy, depuis le golfe d'Oman, donc à 1000-1500 km. On revoit l'image, on voit l'approche là depuis la caméra embarquée. Et là, vous parlez de ce travel lift. Et là, on va regarder exactement ce qu'il y a à cet endroit-là. Donc, ce travel lift, c'est une espèce d'énorme grue qui permet de sortir les bâtiments de l'eau. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un sous-marin de poche Gadir de 29 mètres de long. C'est un sous-marin iranien qui est très intéressant dans le détroit d'Ormuz. Voilà, alors ça c'est plutôt le fameux drone naval. C'est le drone naval, ça c'est le Corsair. Vitesse maximale 65 km/h, rayon d'action 1850 km, ça dépend ce qu'on veut faire exactement. Énorme. Charge explosive 450 kg, 7,30 m. Mais on va revenir sur la photo qu'on voyait avant. Oui, ce fameux sous-marin iranien. Exactement ce qui s'est passé et quelle a été l'efficacité de la frappe. Si on peut me remettre la photo où on voyait à la fois le drone naval et le sous-marin. Et voilà. Le voici. Donc, le sous-marin est ici. Vous voyez cette énorme installation qu'on appelle un travel lift. Vous avez des treuils ici, des sangles, et ça permet tout simplement de sortir le sous-marin de l'eau. Et là, ça, c'est vu. Là, on voit le pont du drone naval Corsair, fabriqué au Texas, et il est allé s'encastrer juste en dessous du sous-marin, et donc il a tout fait exploser. C'est-à-dire que ce sous-marin était élitreuillé, et à ce moment-là, le drone naval américain prend ce cliché. Exactement. Le sous-marin partait en carénage pour réparation, pour entretien habituel. Bandar Abbas, c'est vraiment la base technique extrêmement importante des gardiens de la Révolution dans le détroit d'Ormuz, tout au fond du détroit, tout au nord du détroit. Alors, ces bâtiments, on le disait, ils ont été lancés depuis un navire américain à peu près à 1000 km. Ils sont en polyester, donc ils ont un éco-radar qui est extrêmement réduit. Ils vont plutôt assez vite, 65 km/h, 35 nœuds sur l'eau, c'est assez rapide. Ils n'ont pas été repérés par les Iraniens. Et c'est une technique qu'on a vue utilisée, popularisée par d'autres pays. Est-ce qu'on l'a... Alors, on l'a vu popularisé, pardonnez-moi, et également,
crois savoir que les Américains se sont servis de ce drone naval peut-être pour aller sauver l'un de leurs soldats. Ils ont effectivement, vous avez raison, 8 et 9 juin dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, un hélicoptère Apache est abattu dans le détroit d'Ormuz par les Iraniens. Les 2 pilotes se retrouvent dans l'eau, ils ont leur combinaison de survie, ils ont une balise de détresse et donc ils actionnent cette balise de détresse et c'est l'un de ces drones qui est venu les chercher puisque les conditions étaient beaucoup trop difficiles pour la marine américaine pour envoyer un hélicoptère qui lui aussi aurait pu se faire abattre. Ils ont été rapatriés à une centaine de kilomètres de là et c'est à ce moment-là qu'ils ont pu être élitreillés en toute sécurité. Donc vous m'avez tendu la perche. En réalité, les Américains visiblement se sont inspirés d'un autre théâtre d'opération, le théâtre ukrainien et la mer Noire. Ça, c'est pas un corsaire. C'est un Sea Baby, c'est un bâtiment ukrainien. On parle de bâtiment, ça va sur l'eau, ça flotte et ça se dirige. Un drone naval ukrainien qui, là, est pris en chasse par un Sukhoi russe. On a vu une explosion, on voit des tirs sur le drone naval, mais il va quand même pouvoir aller se exploser dans le flanc bâbord de ce pétrolier. Là, nous sommes au large de Yalta, dans la mer Noire. Ça s'est passé, les images ont été délivrées ce week-end, ça s'est passé il y a quelques jours. Exactement la même technique que les Américains ont repris à leur compte. Pour les Américains, c'est tout bénéfice, puisque ce qui est très important pour eux, comme pour les Ukrainiens, c'est d'épargner les vies humaines. Et avec ces engins, évidemment, il n'y a personne à bord, aucun risque. Même si la mission échoue, il n'y aura pas de morts ou de blessés. Avec des dégâts extrêmement impressionnants et considérables. Oui, là, le pétrolier, le drone naval est allé frapper à la hauteur de la salle des machines. Donc, il ne coulera pas, mais il sera de toute façon immobilisé. Merci à vous, Xavier, pour ces éclairages extrêmement précieux, parce que ça nous permet de nous rendre compte à quel point, en réalité, j'ai envie de dire que les Américains en ont dans la manche, passez-moi l'expression, et vous imaginez que dans ces conditions, les Iraniens ne restent pas les bras croisés en regardant le spectacle, si je puis dire. On va prendre la direction de Doha, au Qatar, où nous attend notre équipe, Pierre-Olivier Dantan, notamment notre envoyé spécial. Je le disais, les Iraniens ne regardent pas ça les bras croisés, au contraire, ils rendent coup pour coup et s'attaquent en plus de bases américaines à des navires marchands, et ils continuent, notamment des tankers émiratis. Effectivement, Guillaume, l'Iran qui riposte pour la 3e fois consécutive après ces nouvelles salves de frappes américaines la nuit dernière sur le territoire iranien. C'est simple, il y a 2 manières de riposter pour l'Iran. Vous le disiez, dans un premier temps, c'est viser les intérêts américains dans la région. Ce matin, plusieurs explosions ont été entendues à Bahreïn. Les gardiens de la Révolution disent avoir visé le quartier général de la 5e flotte navale américaine à Bahreïn. C'est le centre névralgique des opérations navales américaines dans la région. Ces mêmes gardiens de la Révolution, ils assurent que ces frappes ont provoqué plusieurs incendies de dépôts de carburant dans la base américaine ainsi que des destructions de systèmes de radar. La deuxième manière de riposter, vous le disiez, c'est d'attaquer directement les navires dans le détroit d'Ormuz. C'est ce qu'ils ont fait, ces gardiens de la Révolution, la nuit dernière, en s'attaquant à 2 navires battant pavillon des Émirats Arabes Unis. Il y a clairement une tension qui est maximale autour de ce détroit d'Ormuz, avec l'Iran d'un côté qui affirme que ce détroit, il est fermé, surtout qu'ils en gardent le contrôle, tandis que les Américains affirment le contraire, qu'il est ouvert, que les navires peuvent circuler librement. D'ailleurs, ce soir, le blocus naval des ports iraniens sera effectif à partir de 22h, heure de Paris, dans le golfe d'Oman. Mais dans les faits, la circulation reste encore très fragilisée. Hier, il n'y a eu que 6 navires qui ont traversé le détroit. C'est le plus faible chiffre depuis 5 semaines, Guillaume. Merci à vous Pierre-Olivier Dantan. Merci également à Olivier Martin qui vous accompagne et qui est derrière la caméra. 6 navires seulement ont franchi ce fameux détroit d'Ormuz. On a l'impression de revenir aux pires heures de cette guerre, ou en tout cas les heures les plus chaudes. On a bien compris qu'en creux, l'enjeu, c'est la liberté de navigation. Vous le disiez, visiblement, il y a une divergence de vue sur la compréhension de ce qu'est ce protocole d'accord, qui impose un péage ou pas, qui peut naviguer. En tout cas, voilà les Américains qui restaurent, à partir de ce soir, nous disait Pierre-Olivier Dantan, leur contre-blocus maritime pour les navires iraniens. En clair, Vincent, voilà Trump qui veut imposer sa loi dans le détroit d'Ormuz. Oui, comme il a tenté de le faire déjà à plusieurs reprises, prophétisant un accord imminent, l'emprise totale et définitive des forces américaines sur le détroit, et on a vu ce qui est advenu. Il ne faut pas perdre
cette idée centrale que l'on retrouve dans toute la logomachie iranienne, le contrôle exclusif ou quasiment exclusif du détroit d'Ormuz est une priorité absolue. Il y a eu cette formule de Mohsen Rezaï, un ancien vice-président chargé de l'économie, qui est aujourd'hui conseiller stratégique du guide et qui par ailleurs a été commandant en chef du corps des Pasdaran, les gardiens de la Révolution, qui disait que la maîtrise du détroit, ça vaut des milliers ou des dizaines de milliers de bombes atomiques. Oui. Alors, il y a évidemment là-dedans quelque chose qui est de l'ordre de l'outrance rhétorique, mais ça dit bien que les Iraniens, avec l'aide d'ailleurs à son corps défendant de Donald Trump, ont mesuré à quel point ils avaient là un levier formidable d'influence géopolitique régionale. Pourquoi s'en priveraient-ils ? Donc c'est ce qui explique cet apparent blocage à l'instant T. Dernière remarque, très vite quand même, dans la riposte américaine, il y a quand même un petit fragment de cohérence, c'est la référence au blocus qui se veut total des dépenses iraniens. Les analystes, et notamment américains, ceux par exemple de l'Institut pour l'étude de la guerre, le fameux ISW que l'on cite souvent ici, estiment que le blocus précédent a été décisif dans le bouclage, alors si imparfait fut-il, de ce protocole d'accord. Et d'ailleurs, à l'époque, Mohamed Khalibaf, donc chef des négociateurs et par ailleurs patron du Majlis, le Parlement iranien, avait admis que ça avait été effectivement un mode d'étranglement qui avait été assez préjudiciable à l'intérêt de la République. Oui, mais vous allez voir qu'ils ont joué un peu en miroir, si je puis dire, les Iraniens. On va découvrir en fait une des réactions, elles sont multiples, vous citiez l'un des conseillers militaires de Mojtaba Khamenei, mais le ministre iranien des Affaires étrangères, qu'on connaît également, monsieur Araghchi, vous allez voir qu'il fait dans l'ironie, et il se moque même du président américain. Le président américain, donc Donald Trump, a tout à fait raison. Quiconque assure le passage sûr et sécurisé des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz devrait être rémunéré pour ce service. L'Iran a toujours été le gardien du détroit, le restera pour toujours. 20%, c'est évidemment trop. Nous serons équitables. Il joue l'ironie, il se moque, mais en tout cas, on a le sentiment que, c'est ce que retiennent les Iraniens, Samantha de Berden, que Donald Trump admet que celui qui contrôle le détroit pour faire passer les navires, qu'il paye, comme eux le font. Et alors en fait c'est très grave, donc les Américains, Donald Trump a dit dans son Truth Social, son réseau que certains appellent Pravda Social, parce que Pravda ça veut dire la vérité. La vérité en russe, oui, absolument. En russe, il a dit je vais faire payer 20%. Alors 20% de quoi? On imagine que c'est le prix du cargo pour passer pour le passage, parce que je rends un service au monde entier, aux pays qui seront très riches, je rends un service pour les aider à se dépatouiller d'un problème que j'ai moi-même créé. Oui. Ça, il ne l'a pas dit, mais il aurait pu l'ajouter. Et ce qu'il a fait en disant ça, c'est qu'en fait, il légitime ce qui était totalement illégitime, c'est-à-dire le fait que les Iraniens demandent de payer un droit de passage, une assurance, on l'appelle comme on veut. C'est une taxe de passage, que Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, lui-même, à quelques semaines, a dit que c'était totalement inadmissible d'imaginer payer pour un droit de passage, que ça allait mettre des précédents dans le monde entier. Marco Rubio, qui pour le moment ne s'est pas prononcé sur le dernier Truth de Donald Trump. Et donc voilà ce que les Américains sont en train de faire. Ils ont non seulement donné le contrôle au détroit d'Ormuz aux Iraniens par cette guerre, mais ils sont en fait en train maintenant de légitimer ce qui est totalement illégitime, c'est-à-dire un droit de passage dans des zones internationales. Et c'est très très grave en fait pour les conséquences futures. Et d'ailleurs, dernière chose, les marchés boursiers. Alors, le pétrole n'a pas encore atteint les sommets qu'il a atteints. Il reprend des couleurs, si je puis dire, le prix du baril. Et là, par contre, il y a une crainte qu'avec cette pérennisation d'une sorte de droit de passage que les Américains, par ce prononcement de Donald Trump, sont en train de flotter cette idée, que nous allons souffrir de prix élevés du pétrole pendant très très longtemps maintenant. Et oui, parce que la sécurité en creux, c'est comme ça qu'il faut le lire, elle a un coût. Quand on répercutait Donald Trump, vous le disiez, sur ceux qui en profiteraient. Je vous propose de l'écouter, Donald Trump, il le dit clairement, ceux qui passent, on assure leur sécurité, ils n'ont qu'à nous rembourser. On va l'écouter, Donald Trump, évidemment. Bon, en attendant Trump, je trouve que le fait que les Iraniens et les Américains semblent être en train de dire avec moi ce sera moins cher, avec moi ce sera moins cher, c'est absolument hallucinant. On écoute Donald Trump.
Je veux être remboursé parce que nous protégeons une partie très riche du monde. Nous dépensons de l'argent. Et donc ce que nous avons fait, c'est que nous allons être remboursés pour la protection apportée aux pays que nous aidons. Par exemple, regardez les 5 pays. Vous avez l'Arabie Saoudite, vous avez les Émirats Arabes Unis, vous avez le Qatar, comme je dis toujours, vous avez le Qatar, Bahreïn, et vous en avez d'autres. Vous avez le Koweït, et vous en avez d'autres, et ils s'en sortiront très bien. Mais nous pensons que nous n'avons pas besoin d'eux. Vous savez, nous avons plus de pétrole que n'importe quel autre pays dans le monde. Voilà, et je vois David Rigolet-Rose qui va arriver et nous joindre au cours de cette discussion. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Merci de nous rejoindre. Bon, vous avez entendu, vous avez pris en cours cette conversation. Merci de faire l'amitié d'être avec nous dans ce grand dossier. Voilà, on a d'un côté les Iraniens qui exigent un droit de passage avec leur chenal le long des côtes iraniennes du Golfe Persique. De l'autre côté, les Américains qui sécurisent le passage au large du sultanat d'Oman. Avec Monsieur Trump, on en parlait à l'instant, qui lui veut en plus récupérer un droit de passage parce qu'il sécurise, après tout, un navire de la CGA-CGM français qui transporterait des marchandises. Et bien voilà, on irait lui prendre une petite dîme. On a le sentiment, David Rigolet-Rose, espèce de gang organisé entre gangsters qui rackettent les navires qui passent. Il y a peu de temps, le président américain avait dit on peut se comporter comme des pirates. C'est des formules qui étaient à prendre au premier ou au deuxième degré, c'est selon. Mais effectivement, il y a quand même un effet miroir avec. Il faut rappeler quand même que Donald Trump est un fétichiste des tarifs douaniers, donc c'est pas une surprise au demeurant. On l'a vu en Europe avec ses supposés alliés européens. Donc, mais effectivement, ça pose un problème de fond, notamment dans la cohérence de l'administration à Washington, parce qu'il y a des voix dissonantes. Et il y a un problème d'ajustement par rapport à l'extérieur. Quelqu'un comme Marco Rubio est pas du tout, évidemment, et il est dans une position ingérable. Oui. Parce que lui, il a rappelé de multiples fois. Il est sur la réserve là. Oui, non, mais c'est surtout qu'il avait rappelé que l'idée même d'un droit de péage ou de prélèvement d'une taxation était irrecevable au regard du droit international, ce qui est le cas. Et donc par rapport à son patron, entre guillemets, c'est vrai que c'est une position qui est pas très confortable. Elle est d'autant moins qu'il est non seulement secrétaire d'État, mais en plus le chef du Conseil national de sécurité, ce qui évidemment rend sa position doublement inconfortable au regard de ce type de déclaration. On voit la réaction de Téhéran. Elle s'affiche au bas de votre écran. Xavier, nous ne reculerons pas d'un pas. Donc on a l'impression d'une espèce de guerre froide en mer chaude, mais avec des accès brusques de tension, comme on le voit, 3e nuit de frappe consécutive, et finalement des Iraniens qui ont compris qu'ils avaient là un levier et ils n'entendent pas lâcher l'affaire. Effectivement, comme le disait Vincent, Trump agit pour les Iraniens comme un révélateur, en fait. Depuis le début de la révolution islamique, il pense que le détroit d'Ormuz peut être un atout. Ils ont théorisé ça de manière très précise depuis 2006, mais ils n'osaient pas le mettre en œuvre parce qu'ils n'étaient pas certains du résultat. Et là, les Américains leur ont donné l'occasion de vérifier qu'effectivement, cela fonctionnait extrêmement bien. Et ils ont encore un autre atout dans leur manche, et on a vu qu'il y avait commencé à y avoir, que ça avait commencé à bouger dans cette autre région du monde, c'est la mer Rouge. Parce qu'ils peuvent très bien demander aux Houthis de fermer aussi le détroit de Bab al-Mandeb. Alors les Houthis n'ont pas la puissance des Iraniens, mais pour intimider, faire reculer des bâtiments de commerce qui emboucraient le détroit pour aller charger en Arabie Saoudite, voire éventuellement après prendre le canal de Suez, ils ont largement ce qu'il faut. Et si jamais les Houthis entraient dans la danse, vous savez, c'est ce qu'on craint depuis le 28 février dernier, c'est que les deux détroits soient fermés. Eh bien, les répercussions sur le commerce mondial iraient très vite. Et en fait, on est dans une course de vitesse entre le blocus américain quand il sera mis en place par rapport aux Iraniens et le blocus du reste du monde, en fait. Alors, qui tiendra le plus longtemps? Est-ce que les Iraniens peuvent se suffire, vivre en quelque sorte dans une sorte d'autarcie, même s'ils sont très aidés par la Chine d'un point de vue par le train, d'un point de vue ferroviaire, et par les Russes et d'autres pays par l'intermédiaire de la mer Caspienne au nord du pays?
Bon, alors visiblement, Donald Trump, et vous en parliez, il vient de s'exprimer. Il revient en arrière. Oui. Il a l'air de revenir. Les 20%, c'était tout à fait en théorique. arrière. Maintenant, donc, il veut des investissements. Il veut que les pays du Golfe investissent aux États-Unis pour laisser passer les bateaux. Donc qu'est-ce à dire, David Rigoulet-Rose? Qu'est-ce à dire? Qu'est-ce que c'est que cette valse hésitation? On frappe, on intensifie les frappes. Ça fait 3 jours. On propose de racketter, pardonnez-moi le terme, mais l'expression, elle me vient comme celle-ci, les navires marchands qui passent. On joue le jeu des Iraniens. On légitime, comme le disait Samantha de Bernard, finalement, ce péage géant autour du détroit d'Ormuz. Et là, visiblement, marche arrière de Donald Trump. Il y a 2 choses qui ne sont pas sur le même registre. Concernant effectivement la problématique de la tarification, entre guillemets, c'est vrai que Donald Trump, l'arrivée de Donald Trump sur la scène internationale a fait sauter tous les verrous. Donc, d'une certaine manière, il a offert une opportunité intellectuelle aux Iraniens, et puis conjoncturelle avec le lancement de la guerre, pour l'appropriation évidemment du détroit, qui rentre dans le logiciel finalement de Donald Trump, qui est la remise en cause de toute l'architecture du droit international. Donc de ce point de vue-là, c'est pas forcément une surprise. Il a alimenté en réalité l'évolution de la situation qu'on voit. Alors concernant en revanche les opérations militaires stricto sensu, il y a une logique escalatoire qui est assumée de part et d'autre aujourd'hui. C'est ça qui est très inquiétant, parce que du fait de l'impasse effectivement et des attendus qui étaient complexité hasardeuse dans la formulation des différentes clauses, manifestement Donald Trump, il va faire une déclaration jeudi. Il va faire une adresse à la nation, il l'a prévu. Donc ça sera pas anodin, probablement, notamment au regard de ce qu'on appelle les pouvoirs de guerre, qui engagent sur 60 jours avec l'autorisation ou pas du Congrès. Bon, donc il y a un tournant parce qu'il y a une logique assumée, et ce qui n'affleure pas encore, parce que vous évoquez la question des relations avec la Chine, il y a des frappes qui ont eu lieu. C'est pas les plus emblématiques parce qu'on est focalisé sur tout le littoral avec la question de la bataille d'Ormuz, mais il y a des frappes qui ont déjà eu lieu sur des infrastructures critiques, et notamment il y a eu dans lignes ferroviaires notamment, dans le nord-est du pays. De Machhad, oui. Oui, et au-delà, dans le Golestan. Oui, ça serait réparé déjà, d'après ce que mais enfin, c'est un message quand même, y compris à la Chine, parce que ça permettait de contourner l'occlusion du détroit maritime, et ça alimentait effectivement en flux à la fois de matériaux alimentaires ou autres, et puis c'était une relation aussi par rapport à la Caspienne vis-à-vis de la Russie. Et puis là, dernièrement, j'ai vu que sur l'île de Kish, ils avaient frappé effectivement une centrale électrique. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a une hausse, on change de registre, clairement. On n'est plus uniquement sur le ciblage d'infrastructures militaires uniquement. Alors on ne sait pas si c'est un ciblage délibéré ou un dommage collatéral, mais concrètement aujourd'hui les coupures d'électricité en Iran sont de plus en plus importantes dans de nombreuses villes. Et justement, ça peut être effectivement, ça rentre dans cette potentielle logique escalatoire. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si les gardiens ont menacé en disant que si on commençait à toucher à ce type de cible, il y aurait la réversibilité de l'autre côté de la rive du Golfe. On va essayer d'aller sonder justement ce qui se passe dans la tête de Donald Trump, Sonia Dridi est notre correspondante sur place à Washington, et qu'elle assure une liaison quasi permanente. Elle est envoyée spéciale à la Maison Blanche, et visiblement le président américain d'ailleurs se prépare à recevoir le Premier ministre tout nouvellement désigné irakien. Sonia Dridi, reprise des frappes de manière intensive depuis maintenant 3 jours. L'idée qu'on va au-delà des simples côtes comme ça a été expliqué sur ce plateau, mais qu'on commence à toucher aussi des infrastructures critiques. Et puis on voit cette valse hésitation autour de qui paye pas, et cette idée de remettre les partenaires du Golfe dans la danse. Il vient à l'instant de s'exprimer sur son réseau social. Qu'est-ce à comprendre et qu'est-ce à dire, Sonia Dridi? Oui, alors Donald Trump vient d'annoncer qu'il fait marche arrière sur les taxes qu'il voulait mettre en place pour protéger, je cite, le détroit d'Ormuz. Il vient de publier un message sur son réseau Truth Social en disant qu'après des discussions très fructueuses avec les dirigeants du Moyen-Orient, eh bien, il décidait de remplacer les frais de remboursement de 20% qu'il voulait exiger par finalement des investissements, des accords commerciaux de la part des États du Golfe. Donc on voit là
là, on imagine que les États du Golfe ont appelé Donald Trump, en tout cas qu'il y a eu des discussions pour pouvoir revenir sur ce paiement que voulait exiger Donald Trump, ce qui est contraire au droit international, qui garantit la liberté de circulation dans le détroit d'Ormuz. On devra en savoir un peu plus d'ici très peu, parce que vous pouvez peut-être le voir, il y a le Marine derrière moi, à l'entrée du bureau ovale, et vous pouvez peut-être aussi apercevoir le convoi du Premier ministre irakien. Il vient d'arriver il y a quelques minutes, et donc Donald Trump va s'adresser aux journalistes depuis le bureau ovale, et il va très certainement parler de ce sujet. Donald Trump qui, malgré les nouvelles frappes, a dit hier soir qu'il était toujours d'accord pour conclure un accord avec l'Iran et qu'il pensait que c'était toujours possible. Merci à vous, Sonia Dridi, en direct de Washington. Véritablement, alors il souffle le chaud et le froid, évidemment. Donald Trump, général Gilles Abray, il souffle le chaud et le froid. Il veut faire payer, donc encore une fois, les navires marchands. Il veut réimpliquer cette fois-ci ses partenaires du Golfe. On a du mal à démêler tout ça, mais d'un point de vue militaire, est-ce qu'il a les moyens de ce qu'il indique vouloir faire ? Alors, il a parfaitement les moyens. Est-ce qu'il en a la volonté ? Ça, c'est autre chose, notamment dans son rapport à son opinion publique. Alors, je passe sur les affaires de péage. Il est très critiqué en interne par une partie de son opposition sur le coût de la guerre. Donc, bien évidemment, c'est une forme de réponse extrêmement maladroite, mais on a l'habitude à cette question du coût de la guerre. S'il le souhaite, il peut maintenir ce rythme de frappe, parce que j'ai le sentiment qu'on n'est pas dans une logique escalatoire. Pour l'instant, on est sur un palier qui est quand même assez bien maîtrisé. Mais même s'il y a des cibles qui ne sont plus spécifiquement militaires, mais une centrale électrique, ça sert aussi à alimenter des structures militaires. Mais pour l'instant, on est sur une sorte de palier. S'il souhaite passer à l'étape supérieure, il peut tout à fait le faire. Mais tout nous indique aujourd'hui d'abord qu'il n'y a pas de renfort en route en direction du Golfe arabo-persique. Ça, c'est un premier point, même si on a identifié des rotations pour les alimentations en matière de munitions. Et puis, pourquoi faire ? C'est toujours la même question. Parce que, quoi qu'on en dise, on est toujours dans une forme de négociation avec l'Iran qui est touché par une forme d'hubris, ou en tout cas une partie de la direction iranienne la plus excessive qui est touchée par une forme d'hubris, et donc qui veut pousser ses pions jusqu'au plus loin, y compris jusqu'aux raquettes des bateaux, des bâtiments qui circulent, et puis de l'autre côté, une frustration américaine. Donc, entre les deux, la négociation, elle a du mal à trouver une position médiane. Mais c'est ça qu'on a peut-être un peu du mal à comprendre, Vincent Hugeux. Est-ce de l'incrédulité ? Est-ce de la lassitude ? Est-ce de la frustration ? C'est valses hésitations, finalement, l'idée de proposer, de pousser, d'inciter, voire de forcer les partenaires du Golfe à surinvestir autour de ce détroit d'Ormuz qui n'est même pas contrôlé. Partenaires du Golfe qui, au demeurant, ont vécu un réveil cruel. Ils se sont aperçus que non seulement ils ne pouvaient pas miser sur le parapluie américain, et que s'ils voulaient continuer de bénéficier d'une forme de protection de l'oncle Sam, il faudrait à nouveau cracher au bassinet. J'observe d'ailleurs que même si les embardées successives de Donald Trump donnent le tournis, il y a quand même quelque chose d'assez évident aujourd'hui, c'est le triomphe du principe d'irresponsabilité au sens étymologique du terme. On le voit avec l'OTAN, il engage une guerre mal préparée, inepte en termes stratégiques, et ensuite il reproche à ses partenaires de l'OTAN, notamment européens, qui n'ont à aucun moment été associés ni à la conception ni à la conduite des opérations, il leur reproche de ne pas voler à son secours. Et là, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que j'ai mis le bazar dans le détroit d'Ormuz, et ben maintenant, quitte d'ailleurs à me renier demain matin, j'impose une sorte de raquette, de taxation forfaitaire, forfait, pour le coup le mot n'est pas anodin, et puis c'est vous qui passerez à la caisse. Et il y a encore plus problématique que ça, en termes très, très concrets, très opérationnels. Dans un de ses messages très récents, il dit ceci: le blocus en question, que je vais imposer de nouveau, n'affectera que les navires ou les clients de l'Iran, mais tous les autres bénéficieront d'un accès libre et équitable. Mais la question que je pose, très simplement, mais vous faites comment, cher Donald ? Vous mettez des frégates, des destroyers, des escortes derrière chacun, des cargos qui seraient, eux, autorisés ? Enfin, même sur le plan ils l'ont pratique, fait jusqu'au cessez-le-feu, ils ont réussi à le faire. Ils arrivent à voir quel bateau part des côtes iraniennes.
Tant qu'il y a 6, 12 ou 17 bateaux, oui. bien mais sûr. si on revient au trafic d'avant, Aux 120, 150 qui passent Mais par le jour. pire, c'est qu'il n'est pas du tout capable Ouais. d'assurer la sécurité du détroit. Il n'en est pas militairement capable. Il n'y a aucun bateau américain qui va s'approcher du détroit pour y faire régner l'ordre et ouvrir le feu, soit sur les vedettes, soit sur les drones, soit sur les batteries côtières qui menaceraient des navires civils. Il y a quelque chose d'extrêmement important qui s'est passé la nuit dernière. Un pétrolier a été visé totalement dans le sud d'Oman, à peu près à la hauteur où il y a la ligne d'embargo des Américains, à 300 km des côtes iraniennes. Donc les Iraniens sont capables, on l'a vérifié, de frapper un navire à 300 km dans le sud de leur côte. Donc ça veut dire que les Américains ne peuvent absolument pas s'approcher de cette zone-là. Donc ils ne peuvent pas, même s'ils font payer, enfin ils veulent faire payer quelque chose qu'ils ne sont pas capables d'assurer. Et David Rigoleros, j'aimerais qu'on s'y mette. Bon, alors c'est difficile, on n'y est pas, mais dans la tête des Iraniens, quelle lecture ils peuvent avoir en fait de cette situation, c'est-à-dire des frappes, une situation d'hostilité, une reprise encore une fois, d'explosion, de bombardement, de sites plus ou moins critiques, et puis ces valses hésitations, cette idée d'imposer une taxe et puis de revenir, de faire marche arrière, de réinstaller les partenaires du Golfe qui ont été quand même un peu floués dans cette affaire. Dans la tête d'un Iranien, comment est-ce qu'on lit cette situation? Alors, il se dit que les Iraniens auraient constitué un pool de psychologues pour essayer de percer la complexité de la psyché. Oui, je crois qu'ils visent chaque poste de trou social du président américain. Mais ils apprennent vite, et d'une certaine manière, ils ont appris de cette imprévisibilité présidentielle américaine. Il y a une forme de réversibilité, d'ailleurs, que le président leur reproche aujourd'hui en disant vous êtes imprévisible, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas à quoi s'en tenir, vous dites quelque chose et vous reniez, toute chose égale par ailleurs, ce qu'il n'a pas arrêté de faire depuis le début. Donc c'est assez intéressant ce jeu d'effet miroir, on le voit avec l'histoire du péage, on le voit avec cette rhétorique inversée, mais sur le fond, non, il y a un vrai calcul iranien, mais justement c'est pour ça que j'évoquais une jolie escalatoire potentielle, parce que alors ça dépend de quels Iraniens. En l'occurrence, ceux qui ont la main en termes là aujourd'hui sur les détroits, c'est la marine des gardiens. Donc ce sont les gardiens de la révolution. C'est pas le pouvoir civil. Pour faire simple, sont des durs quand même, relativement durs. C'est eux qui ont pris le pouvoir de facto après la décapitation du 28 février, notamment Vaidi, qui est effectivement le chef des gardiens, et ses associés au Conseil suprême de sécurité nationale. C'est quasiment un régime militaire qui est au pouvoir en ce moment à Téhéran. C'est pour ça que j'évoque une évolution d'un régime des turbans à un régime des képis, une forme de junte militaro-islamique qui est pas du tout plus conciliante, mais qui effectivement interfère avec des intérêts qui sont propres justement au corps des gardiens dans le processus de négociation. Et manifestement, les lignes se télescope à Téhéran, ce qui explique l'impasse actuelle, parce qu'il y a une ligne qui serait favorable à un compromis et qui est refusée absolument par d'autres lignes, en partie celle des gardiens. Et il y aurait un scénario aujourd'hui manifestement qui serait promu par les gardiens en 4 étapes. La première, ce serait effectivement dans la logique escalatoire qui semble se dessiner potentiellement, ce serait de dire de verrouiller à la fois Hormuz et, comme vous l'évoquiez, le Bab el-Mandeb. Il se trouve qu'il vient d'avoir des frappes saoudiennes sur les Houthis. Parce qu'il y a un avion de Téhéran qui voulait atterrir à Sanaa, n'a pas pu. Après les funérailles de M. Khamenei. Qui n'était pas juste pour ramener des dignitaires Houthis. Il y avait un peu de matériel. Il y avait un petit peu de matériel et d'experts Ce que vous êtes en train de nous dire en gros, c'est qu'on se prépare des deux côtés, c'est-à-dire que les Américains frappent et en même temps les Iraniens sont quand même plutôt malins dans cette histoire. Ils envoient quelques munitions supplémentaires à leurs amis Houthis au Yémen. Non, mais il y a une logique de lesquels sont bombardés par les Saoudiens. Donc tout ça est très régional. La deuxième étape, ce serait effectivement potentiellement de répondre à des frappes sur des infrastructures de manière similaire de l'autre côté. Une troisième, ce serait d'augmenter le coût humain et financier pour le président américain dans la perspective des mi-termes. Ils ont intégré ça, les mi-termes, que ça risque d'être un boulet d'ici novembre pour le président américain. Et une quatrième étape, c'est une logique, alors là pour le coup du bris que vous évoquiez, en pensant qu'ils ont gagné la guerre, ce qui n'est pas le cas. Ils ont fait un pacte.
au jeu d'échecs, puisque un pad c'est une partie nulle. Ouais, c'est une partie nulle. Ils ont la possibilité effectivement de transcrire un avantage dans le cadre des négociations, mais ce qu'ils ne font pas. Et là, on retrouve l'hubris potentiel en mettant des lignes rouges insurmontables qui poteraient créer de manière quasi totale le processus des négociations. On va mettre quelque chose au pot, quelque chose de nouveau, parce que l'idée, c'est quand même dans la tête d'un Américain d'essayer de raisonner les Iraniens. Et peut-être que l'idée de Donald Trump, ce serait de s'attaquer, si je puis dire, aux bijoux de la couronne, si je puis dire, à leur programme nucléaire. Trump a fait référence hier à la montagne de la Pioche. La Pioche, ça vous dit quelque chose? On en a déjà parlé sur ce plateau, un lieu qui est extrêmement sensible. On l'écoute et évidemment on en parle immédiatement après. Nous allons raser la montagne de la Pioche. Dites aux Iraniens de se tenir prêts. Faites-leur savoir que nous arrivons. Ils ne peuvent rien y faire. Et Sylvia Amicone nous a rejoint sur ce plateau. Sylvia, la montagne de la Pioche ou le mont de la Pioche, ça dépend quel camp on se trouve. Qu'est-ce que c'est, où ça se trouve et pourquoi est-ce que c'est un lieu si stratégique ? Alors Guillaume, c'est un site qui est en tout cas distinct des autres sites nucléaires qui ont déjà été touchés à plusieurs reprises par les Israéliens et les Américains, Natanz, Fordo et Ispahan. Le mont de la Pioche, il est situé près de Natanz. Il culmine à 1600 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est un site hautement fortifié, sécurisé, qui abrite 2 complexes de tunnels profondément enfouis. Il y a un peu plus d'un an, le 12 juin 2025, le directeur général de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique avait annoncé, c'est monsieur-là derrière moi, avait annoncé un nouveau site nucléaire entièrement construit et situé dans un endroit sûr et invulnérable. L'AIEA ne l'a pas visité à ce jour et à cette heure, on ne sait pas ce qu'il y a sous le mont de la Pioche. Outre enrichir de l'uranium, certains craignent que cette installation puisse aussi servir à assembler une arme nucléaire. Selon des images satellites que vous voyez ici, exploitées par le Financial Times, le site comprendrait 4 tunnels, dont ici un tunnel préexistant, ce qui complique le fait de rendre inaccessible ce site par des bombardements. Il serait plus grand que le site de Fordo, réputé comme le plus abouti. Il serait aussi plus profondément enfoui et mieux protégé, vous le voyez ici, avec un périmètre de sécurité tout autour de ce site du mont de la Pioche. Et très concrètement, Sylvia, comment est-ce qu'on fait pour détruire un tel site ? Alors 3 sites, Fordo, Natanz, Ispahan, ont été bombardés par des avions B-2, bombardiers américains, et des missiles tirés depuis des sous-marins. Les B-2 qui peuvent larguer des bombes GBU-57 qui sont destinées à percer des cibles enfouies en profondeur. Le GBU-57, c'est une ogive de 13 tonnes et de 6 mètres de long, capable de s'enfoncer profondément dans la roche et le béton sur 60 mètres. Mais les résultats obtenus sur les sites iraniens n'ont pas été satisfaisants. Selon des experts qui ont analysé des images satellites, ces bombes pourraient ne pas suffire pour causer des dégâts importants. On se souvient que sur d'autres sites, notamment des sites de missiles et de lanceurs de missiles en Iran, les Américains avaient opté pour obstruer l'entrée des tunnels, mais on a vu que les Iraniens étaient parvenus à déblayer rapidement. Récemment, il y a des images satellites qui ont été publiées par CNN et qui montrent une activité sur plusieurs sites nucléaires iraniens fin juin et début juillet, notamment sur Talegan 2 que l'on voit ici. Talegan 2 qui est soupçonné d'abriter des explosifs destinés au développement d'armes nucléaires, ce qui serait d'ailleurs une violation du mémorandum d'entente. Des images qui montrent que l'Iran est en train de colmater ces cratères que vous voyez là. On voit ici les travaux qui sont en cours, des photographies, des images satellites qui n'avaient pas été rendues publiques pendant plusieurs semaines à la demande de l'administration américaine. Merci à vous, Sylvia Amicone. Sachez que vos explications, elles ont captivé le général Gilles Abrèche. Je vous ai vu très très concentré, ça vous fait réagir? Oui, parce que sur Coëcolance, Gazla, donc le site, on est plutôt, d'après les éléments dont je dispose, sur des sites de stockage. On parle d'une centaine de mètres en profondeur, donc bien évidemment les GBU-57 ne vont pas faire grand-chose. Et bien évidemment, dans la première campagne de frappe, on avait vu que les Américains, bien évidemment étant persuadés de ne pas percer le fond de ces sites, ont frappé toutes les entrées et les sorties du site. Moi, ce qui m'interpelle beaucoup sur ce site et puis sur les travaux qui sont réalisés sur les sites qui ont déjà été frappés, c'est que la période de cessez-le-feu, elle a été l'occasion, c'est une surprise pour personne, de la part des Iraniens, l'occasion
de remettre en état leur capacité, d'augmenter leur potentiel ou de remettre à niveau leur potentiel de missiles et de drones, et aussi de poursuivre leurs travaux sur leur site. Donc aujourd'hui, on voit bien que les Américains se concentrent autour du détroit d'Ormuz. Ils n'ont pas encore engagé une série de frappes pour justement empêcher les Iraniens de consolider leur site nucléaire. Et sans être au cœur du centre de décision américain, je suis quand même assez surpris de voir que on travaille par étapes autour du détroit d'Ormuz, tout en oubliant. Donc on est sur la liberté de mouvement et on oublie le dossier nucléaire. On a un peu tendance à oublier le dossier balistique, comme s'il y avait un effet d'aspiration. Mais vous me tendez la perche, Général, et justement c'est une question que j'ai envie de poser à Samantha de Mendern. Est-ce que le fait que justement Monsieur Trump évoque comme ça, sorti du chapeau, la montagne de la Pioche, et donc un site stratégique et nucléaire, c'est le signe que cette question nucléaire, elle est bien remontée sur le haut de la pile? Oui, parce que c'est important que cette question remonte sur le haut de la pile, parce que toute cette guerre était pour essayer de neutraliser la menace nucléaire de l'Iran et pas du tout pour protéger le détroit d'Ormuz, qui n'était pas fermé avant. Ce n'était pas un problème qui existait déjà, donc, comme vous le disiez. Si vous voulez, politiquement et vis-à-vis du Congrès, vis-à-vis des électeurs qui... Pour autant qu'il y en ait qui soient vraiment intéressés à cette question, remettre la question nucléaire sur le devant des dossiers est très important. Mais ce qui est problématique, c'est que comment faire avancer des négociations qui ne se sont pas terminées sur la question nucléaire, en bombardant en même temps. Les Iraniens disent, on l'a déjà fait 2 fois, en juin 2025, nous étions en train de négocier, et puis... les bombardements américano-israéliens ont commencé, idem en février 2026, donc si vous voulez, quelque part, il y a un élément de comparaison, c'est ce que vous nous dites. 2 rounds de négociations et systématiquement les Américains reprennent les hostilités. Du point de vue iranien, s'il y a un bombardement sur la montagne de la Pioche, qui serait, d'après tous les spécialistes, en tout cas avec le GBU-57, qui est la bombe la plus puissante, ne donnerait aucun résultat. Il y a des éléments qui pourraient donner des résultats, qui sont politiquement tout à fait inabordables. Ce serait une bombe tactique nucléaire. Et il y a certaines qui sont faites pour pénétrer en profondeur, qui pourraient causer plus de dégâts, mais évidemment que les répercussions politiques, légales sur les États-Unis seraient... C'est une hypothèse, on n'en est pas encore là. Ce serait quand même un bouleversement absolu que d'utiliser après Hiroshima à nouveau une bombe nucléaire. Mais c'est une hypothèse que vous mettez sur la table, pourquoi pas? Bombarder aujourd'hui de façon totalement conventionnelle n'avancerait pas grand-chose et n'avancerait pas non plus les négociations. Parce que ça serait plus la stratégie du faible au fort, mais ça serait la stratégie du faible au fou, si je puis dire, parce qu'utiliser la bombe atomique fut-elle tactique qui est en train de mettre en œuvre Donald Trump. Le problème de la stratégie du fou, c'est que quand en face l'adversaire a compris que vous appliquiez cette stratégie de manière alors totalement indiscriminée et avec aucune ni malice ni finesse, il a compris quoi, il s'adapte et puis il voit comment vous réagissez au fur et à mesure. D'autant plus que proposer de bombarder la montagne de la Pioche. La montagne de la Pioche, c'est l'objectif militaire impossible. Mais tous les experts sont d'accord là-dessus. Il y a aucune discussion. Proposer de bombarder un secteur de Natanz ou de Fordo, où supposément il y aurait les 440 kilos d'uranium. Supposément, ils pourraient nous monter une histoire comme ça, faire le raid et puis dire après aux Américains, nous avons réussi, nous avons éliminé toute la menace nucléaire iranienne. Même si c'est faux à la limite. Ça, à la limite, ça pourrait être presque crédible. La montagne de la Pioche, ça ne l'est absolument pas. Alors, écoutez, on va se demander s'il s'agit de surenchère ou non. On va prendre la direction de Washington, parce que il y a les actes, il y a ce que Trump dit vouloir faire. Là, il remet un peu le dossier nucléaire sur le haut de la pile, et ça occupe grande partie de nos discussions. Sonia Dridi, vous êtes à Washington, je le disais, notre correspondante. Vous êtes vraiment en prise directe avec la Maison Blanche et ce qui s'y décide. Et moi, ce qui m'a interpellé, Sonia, c'est que le président américain vient tout juste d'adresser une lettre au Congrès. Au Congrès, on en parlait un peu plus tôt sur ce plateau, à qui il indique officiellement vouloir reprendre les hostilités.
Oui, et on l'a appris hier via le site Politico. En effet, une lettre qui est datée de vendredi 10 juillet, dans laquelle Donald Trump annonce au Congrès officiellement la reprise des hostilités avec l'Iran. Il dit notamment que l'Iran a violé le mémorandum d'entente en attaquant des navires commerciaux. Donc officiellement, les hostilités ont repris avec la République islamique. On sait que Donald Trump a quand même une partie des élus républicains qui étaient contre cette décision, puisque certains républicains avaient voté avec les démocrates au Congrès justement pour bloquer cette reprise du conflit. Et puis ensuite, Donald Trump avait fait pression sur certains républicains pour qu'ils changent leur vote. En tout cas, Donald Trump, vous l'avez dit, il est dans la surenchère. Hier, il a de nouveau déclaré que les Iraniens étaient fous. Il a assuré que le blocus contre les ports iraniens allait reprendre ce soir. Il doit reprendre d'ici quelques heures. Il a même dit qu'il y aurait des taxes désormais pour protéger le détroit d'Ormuz. Et ensuite, il y a quelques instants, sur son réseau social Truth, Donald Trump a annoncé, il a fait marche arrière. En gros, il a dit que après avoir parlé aux dirigeants du Moyen-Orient, des discussions fructueuses, dit-il, il a décidé de ne pas mettre en place ces frais de remboursement de 20% qu'il souhaitait exiger, et qu'à la place, il y aura des accords commerciaux et des investissements de la part des différents États du Golfe. Donc on imagine en coulisses qu'il y a eu des appels avec ces pays du Golfe. Donald Trump qui devrait bientôt donner plus de détails sur tous ces sujets, parce qu'il est actuellement dans le bureau ovale avec le Premier ministre irakien. Il devrait bientôt s'exprimer devant les journalistes, et Donald Trump qui continue de souffler le chaud et le froid, puisque hier il a dit, malgré toutes ces déclarations plutôt offensives, qu'il pensait qu'un accord avec l'Iran était toujours possible. Et bon courage si vous êtes le psychanalyste de Donald Trump. Merci à vous, Sonia Dredi, parce qu'il s'en passe des choses dans la tête du président des États-Unis. On en sourit presque, mais c'est quand même dramatique. Vous n'y voyez pas du tout, vous, Vincent Augeux, le signe d'une stratégie qui en réalité se déroule peu à peu et qui est mûrement réfléchie. J'observe d'abord que tout d'un coup, Donald Trump fait preuve à l'égard du Congrès, d'égards inaccoutumés. Oui, un égard institutionnel tout de même. Des formes institutionnelles sur lesquelles il s'était amplement assis ces dernières semaines. Ensuite, quand vous lisez précisément le texte de la lettre en question, vous voyez qu'il est question de defensive strikes, des frappes défensives. Alors, en ces temps de métaphore footballistique, la meilleure défense, c'est l'attaque, on le sait. Il insiste sur le fait que les forces terrestres ne seront pas impliquées, pour rassurer, évidemment, parce que ça, c'est la hantise, évidemment, d'un décrochage encore plus marqué de l'opinion publique. Et il évoque des frappes, je le cite, limitées, mesurées, planifiées, conçues de manière à épargner les civils. Mais ceci nous raconte aussi l'histoire qu'on évoquait à l'instant, lorsque Xavier faisait allusion, par exemple, à ces fameux 440-450 kg d'uranium enrichi à 60%. C'est quand même une illustration éclatante de l'inconséquence en la matière. Il y a encore quelques semaines, Trump nous a expliqué que les forces spéciales américaines allaient chercher, alors à la fourchette à escargot, je suppose, les 440 kilos en question. Alors, dont on ignore d'ailleurs s'ils ne sont pas dispersés sur plusieurs sites. Bon. Et maintenant, après les fameuses négociations de ce protocole, on nous explique que le stock en question sera dilué sur le territoire iranien. Ça veut dire que vous passez de « on s'en empare, c'est la meilleure manière, et la seule d'ailleurs, de sécuriser cette bombinette virtuelle », à écoutez, on a discuté avec les Iraniens et puis ils vont diluer tout ça chez eux. C'est-à-dire, vraiment, on est dans, encore une fois, ce qu'on appelle de l'inconséquence, c'est-à-dire cette aptitude à ne pas penser l'après de décisions aventureuses. Alors on va rester dans l'institutionnel, mesdames, messieurs, simplement parce que ça nous a frappé tout à l'heure en préparant ce grand dossier, ces images qui sortent du Parlement iranien, dont M. Ralibaf est le patron. Vous allez voir que d'une assemblée à l'autre, puisqu'on parlait du Congrès, on joue les muscles, on montre les muscles. Alors officiellement, le Parlement, il a entamé ses travaux sur un projet de loi concernant, le détroit d'Ormuz. Hier soir, au moment même où les drones américains ont été abattus, le projet de loi intitulé « Action stratégique pour la sécurité et le développement durable du détroit » était en discussion. Ça, c'est ce que nous dit le patron de la commission des lois du Parlement iranien. Mais moi, ce qui me frappe, David Rigolero, sont les drapeaux rouges qui marquent la volonté de
de vengeance. Ah oui, c'est ça l'état d'esprit qui anime aujourd'hui même le Parlement iranien. Hein. Ça ne sont pas les gardiens de la révolution, c'est le Parlement. C'est le Parlement. Oui, mais il faut dire que dans le Parlement iranien, il y a aussi de l'expression de la frange très, très radicale. Mais ça traduit quand même un état d'esprit, ça. Oui, ça traduit un état d'esprit, mais c'est très ambivalent, c'est très contradictoire parce que on vient d'apprendre qu'il y a deux personnalités qui étaient justement liées à la frange la plus radicale, notamment Nabavian et Ibrahim Razi, qui était le porte-parole de la commission des affaires étrangères et de la sécurité, ont été mis de côté. Il faut rappeler également que le Parlement a été fermé à l'initiative du président du même Parlement, en l'occurrence le principal négociateur, Khalibaf, et que ça lui avait été vertement reproché justement par une grande partie des élus qui sont pas représentatifs de la population iranienne, mais qui sont qui figurent justement sur les sièges du Parlement. Donc on voit que c'est un enjeu central, la question du Parlement, en termes symboliques et institutionnels, vous avez raison, et il y a un déploiement évidemment de cette ostentatoire, de cet appel à la vengeance, qui de fait a été validé en creux institutionnellement par le message attribué au guide suprême, qui appelle justement à venger feu son père, et que cette vengeance devait avoir lieu, que c'était une obligation. Et donc évidemment, ce message vient cautionner tous les discours enflammés qu'on a pu voir justement ces derniers jours. Ça, c'est le Parlement à Téhéran. Il y a une autre place emblématique, la place de Palestine. Vous allez découvrir ces images simplement pour vous dire qu'on est vraiment dans ce qui est affiché sur notre bloc, œil pour œil, dent pour dent. C'est l'état d'esprit des Iraniens. Et voici ces images, Samantha de Bernard. La Maison Blanche, en proie aux flammes. On a vu ces explosions sur ces sites iraniens le long des côtes du Golfe Persique. Et là, des cercueils empilés les uns sur les autres avec le drapeau américain et cette Maison Blanche. On est en plein cœur de Téhéran, Samantha de Bernard. Les Iraniens sont chauffés à vif et à blanc. Alors, c'est le régime qui fait ça. C'est pas le peuple iranien. Et je pense que c'est important dont on parle de faire la différence. Enfin, c'est ce qu'il voit tous les jours, le peuple qui prend son taxi et sa voiture. Je voudrais quand même citer que je crois que c'est la sœur ou un membre de la famille de Narges Mohammadi, oui, la lauréate du prix Nobel de la paix qui est en prison depuis plusieurs mois, ont été arrêtés aujourd'hui. Donc on voit que le régime continue à vraiment martyriser le peuple iranien et tous ceux qui veulent œuvrer pour une démocratie ou plus de droits humains en Iran. Donc pour moi, ces images, c'est le régime, mais ce qui semble quand même important, on a vu des images du Parlement tout à l'heure, il y avait la photo de Khamenei en grand nom. Ouais. Cette guerre a créé un martyr. Il y a quelques semaines, le Parlement iranien a quand même soulevé la question de sortir du traité de non-prolifération nucléaire. Donc ce qu'on voit avec ces images, que ce soit celle du Parlement, que ce soit celle de ces images de la Maison Blanche en flammes avec les cercueils, c'est que cette guerre a réussi à radicaliser une partie de la population iranienne, à radicaliser le régime qui aujourd'hui est aux mains des gardiens de la Révolution. C'est un régime encore plus dur, encore plus radical qu'avant le 28 février. Voilà ce que cette guerre de Donald Trump a réussi. Et toutes ces promesses d'aller libérer le peuple iranien, ces appels, venez dans la rue, je viendrai vous sauver, qu'il y a eu en janvier, le résultat, c'est important ce que vous dites. C'est ça. C'est important ce que vous dites, Samantha de Bernard, parce que ça pose la question, effectivement, qui contrôle aujourd'hui l'Iran ? Les durs parmi les plus durs, Vincent Hugeux, ou alors ces gens qu'on voit régulièrement ou postés sur les réseaux sociaux, Sayed Araqchi, Monsieur Khalibaf, le président de ce Parlement, qui contrôle ce pays et quel est son objectif ? Il y a toujours une opacité entretenue, mais il est parfaitement clair que l'emprise des gardiens de la Révolution, donc les pasdaran, a été renforcée précisément par l'amateurisme de l'aventure militaire israélo-américaine. J'ajoute que le martyr et la vengeance sont deux des piliers de la psyché du chiisme duodécimain, donc le chiisme pratiqué en Iran. Tout ça a des racines très très profondes dans l'histoire. Vengeance, trahison, félonie, martyr, la figure du shahid est absolument centrale. Et en plus, on est dans une période qui est très proche de ce qu'on appelle le mois de l'Ashura, le 10e mois, c'est-à-dire le mois où effectivement on commémore les martyrs avec des démonstrations spectaculaires auxquelles j'ai pu assister avec les autoflagellations, etc. Et d'ailleurs, vous remarquerez que le Majlis, il m'est arrivé d'être
d'assister à des débats extrêmement vifs au Majlis. Alors, le Majlis, c'est le Parlement iranien, pour les téléspectatrices. Les lignes de faille ne sont pas aussi simplistes qu'on le voudrait en Occident, avec un camp de ultra-conservateurs, un camp de réformateurs. Selon les dossiers, vous avez des allégeances assez indéchiffrables. Ce qui est vrai, c'est que les débats peuvent être extrêmement vifs. Et n'oublions pas non plus que au moment des funérailles du défunt guide Ali Khamenei, que l'on voit ici à l'écran, plusieurs des acteurs des négociations en cours ont été pris à partie, et notamment Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères, Khalil Baf lui-même, à la fois président du Parlement, négociateur en chef, et Massoud Pezeshkian, le président, dont on sait qu'il n'est évidemment pas le numéro 1 dans le régime iranien. Donc je veux dire, tout ça, c'est aussi une théâtralité qui est entretenu par le régime, avec l'exaltation, le culte du martyr définitif, absolu. 17h49, on entre dans la dernière partie de ce grand dossier. Et j'avoue que j'ai très envie qu'on se raconte une histoire folle, mais alors digne d'un roman d'espionnage. Vous me direz qu'on est habitué avec les Israéliens, mais là, j'avoue que je l'attendais pas, celle-ci. L'incroyable tentative de retournement, pour le coup, d'un ancien dur du pouvoir iranien, un président avec les pouvoirs qu'il avait, mais il était dur parmi les durs, et pas n'importe lequel. Donc Mahmoud Ahmadinejad, en tout cas, on croyait qu'il était dur, cet homme. Les Israéliens ont tenté de le retourner. D'abord, Sylvia, dites-nous qui est cet homme. Alors, effectivement, vous avez raison, c'est une histoire digne d'un film d'espionnage qui nous est raconté par le New York Times en détail. On rappelle d'abord qui est Mahmoud Ahmadinejad. Il a été président de l'Iran entre 2005 et 2013, connu pour son intransigeance, position anti-israélienne, anti-américaine. Sous son mandat, eh bien, le programme d'enrichissement nucléaire a été accéléré. Il appelait régulièrement à rayer Israël de la carte. Il avait d'ailleurs nié l'Holocauste dans un discours. On va l'écouter dans une déclaration, c'était en août 2013. Israël n'a pas sa place dans la région. Vous avez apporté à cette région le vent et vous obtiendrez la tempête. Je vous informe avec Dieu comme témoin qu'une tempête dévastatrice est sur son chemin, qui va déraciner la base du sionisme. Voilà, alors quand il a quitté le pouvoir, Guillaume, il s'est mis à critiquer le régime. Il n'a pas pu se présenter à 3 reprises à la présidentielle. Il avait accusé les dirigeants de corruption. Ses collaborateurs ont été arrêtés. Il a été littéralement assigné à résidence dans son domicile de Téhéran. Et pourtant, c'est cet homme dont vous nous faites le portrait auquel les États-Unis et Israël ont pensé pour l'installer au pouvoir une fois le régime renversé. Effectivement, c'était le plan. Les Israéliens ont suivi de près son désamour avec le pouvoir iranien, et ce plan a été fomenté pendant des années. Selon le New York Times, les Israéliens ont frappé sa résidence, c'était au premier jour de la guerre, le 28 février, afin de le libérer des gardiens qui le maintenaient chez lui, assigné à résidence. On voit ici des images de son quartier qui a été frappé. Le plan était de l'emmener dans une planque du Mossad en Iran et de s'appuyer sur lui quand le régime serait sur le point de s'effondrer. Un candidat idéal pour sa connaissance du fonctionnement interne de l'État, sur le modèle de Delcy Rodriguez au Venezuela. Et c'est en Hongrie que, visiblement, d'après les informations du New York Times, que le président iranien s'est entretenu avec des agents israéliens, et pas n'importe lesquels. Effectivement, l'ancien président iranien a voyagé 2 fois en Hongrie, pays proche d'Israël, notamment en 2024, sous couvert d'une conférence sur le changement climatique. On va voir des images à l'université de Budapest. C'est incroyable. D'ailleurs David Barnea, le chef des services de renseignement israéliens de l'époque, qui s'est déplacé en personne pour aller rencontrer Mahmoud Ahmadinejad. Il aurait même reçu de l'argent de la part des Israéliens pour couvrir ses voyages, selon des responsables américains. Ce plan, il prévoyait aussi toute une série d'opérations inédites, spéciales, et Ahmadinejad devait en faire partie. La frappe du 28 février aurait bien tué les gardiens qui le maintenaient chez lui, mais le plan a ensuite échoué. L'ancien président aurait été amené comme prévu dans une Peugeot noire. Vous remarquez les détails donnés par le New York Times, par le Mossad, dans une planque, et c'est Ahmadinejad lui-même qui aurait quitté cette maison dans des circonstances qui sont encore floues aujourd'hui. Depuis, on n'a plus vu, sauf la semaine dernière,
Regardez, il est réapparu en public aux funérailles du guide suprême assassiné, Ali Khamenei. Une brève apparition où on le voit. Et selon 4 responsables iraniens, il serait détenu par les gardiens de la Révolution et assigné à résidence. Non mais cette histoire, Sylvia, elle est absolument incroyable. Les images que vous nous passez là, elles sont relativement incroyables parce qu'effectivement, pendant les funérailles de monsieur Ali Khamenei, qui était l'ancien guide suprême, il apparaît. Aujourd'hui, avec ces révélations du New York Times, il a forcément un contrat sur la tête. En tout cas, il estime avoir... En tout cas, il dément. Je montre cet ouvrage à l'écran, Iran, état d'alerte, que vous avez signé en 2010, oui. Vincent Hugeux, à l'époque où monsieur Ahmadinejad, qui figure en couverture de ce livre, était le président que nous a décrit Sylvia Amicone. Franchement, vous l'attendiez, celle-là, cette tentative de retournement. Après le mouvement vert, oui, effectivement, parce qu'il y avait une réélection contestée, et il a réprimé très très violemment ce mouvement vert. Mais d'ailleurs, Sylvia a... Non mais vous l'attendiez sérieusement ? Ces états de service et de civisme. Je vais vous dire un peu ce qui s'est passé, la raison pour laquelle j'avais dévoilé dans ce livre quelque chose dont je me suis aperçu après coup que c'était inédit. C'était qu'en fait, ce n'est pas son vrai nom, Ahmadinejad. En fait, je suis allé enquêter dans son village, 125 km nord-est de Téhéran, et j'entendais des voisins, des amis de la famille me parler d'un Sabarian. Bon, donc j'ai dit, mais attendez, c'est quoi ça ? Et donc, origine présumée iranienne, et en réalité, son père, qui était ferronnier et quincaillier, quand il s'installe à Téhéran, il estime que c'est pas un nom très porteur, donc il choisit Ahmadinejad, qui est beaucoup plus disons iranien au sens de la République islamique. Pourquoi je dis ça ? Parce que à certains moments, ceux qui lui veulent du tort ont par exemple convoyé la légende sur laquelle il aurait peut-être des origines juives. Bon, j'ai entendu les mêmes fadaises sur Kadhafi quand j'ai travaillé sur sa biographie. Donc c'est un grand classique aussi. Quand vous voulez discréditer quelqu'un, notamment on regarde l'entité sioniste, comme on dit là-bas, vous lui prêtez des origines iraniennes. Et pourquoi ? Et vous savez, dans un recrutement, et le Mossad est expert avec un réseau d'informateurs remarquable sur le territoire iranien depuis des années, le ressentiment, la rancœur, le dépit, la sensation de ne pas avoir été traité avec les honneurs qui vous sont dus, c'est un facteur absolument capital. Donc le fait qu'il ait été logé par le Mossad, il est paradoxal du fait de ce que rappelait Sylvia et de ses outrances. J'ai assisté à l'inauguration d'une exposition de la caricature la plus antisémite. Mais oui, il allait très loin, il niait l'Holocauste, il était notoirement antisémite. Il vénérait le négationnisme. Il appelait à la destruction d'Israël tous les matins. Enfin bon. Dieudonné. Donc, il avait coché toutes les cases de l'abjection antisémite, mais les Israéliens avaient repéré ces failles dans sa biographie. Et dernier point essentiel, je m'arrête là, c'est un laïc. Ouais. C'est le seul président de la République islamique qui n'était pas un religieux. Et ça aussi, c'était une faille dans laquelle ils sont engouffrés. Et à partir du moment où il est écarté à 3 reprises, effectivement, des candidatures à la présidence, et ça devient un gibier idéal pour des services de renseignement. Gibier idéal pour le Mossad, moi j'ai de Giacomoni. Ça, Vincent, pourquoi on le revoit alors que l'affaire est dévoilée depuis un moment déjà, les services iraniens sont pas dupes non plus. Pourquoi on le revoit aux funérailles du guide suprême ? Mais on le revoit. C'est juste avant l'échafaud. Mais on le revoit comme quelqu'un qu'on sort de sa cellule, qui garde la tête baissée, qui a un masque chirurgical. Donc, il était sans doute compliqué de ne pas avoir les présidents vivants. C'est faux d'ailleurs. C'est-à-dire non, c'était le seul. Khatami et Hassan Rouhani, ils sont pas là. Ils n'y étaient pas. Donc, je crois que c'est plutôt effectivement c'est une humiliation juste qui vise plus à un instant. Je voudrais qu'on aille prendre la température parce que qui est à l'œuvre encore une fois, parce qu'on a en tête l'opération Biper Nasrallah, mais ça se passait au Liban. Qui serait à l'œuvre seront évidemment les Israéliens. Mais cette opération Bethsabée Salem, parce qu'elle nous attend direct de Tel Aviv, elle semble avoir échoué. Les Israéliens sont-ils déçus ? Non, pas de déception. Ici, bien au contraire, les Israéliens, que ce soit dans la rue, sur les plateaux télé, soulignent l'audace du Mossad. Une opération culottée, quand bien même elle a échoué, puisque déjà le Mossad, vous savez, on soupçonne qu'il a infiltré de nombreuses couches de la société iranienne jusqu'aux plus grands dirigeants iraniens. Mais là, il y a vraiment donc cette enquête sur des contacts étroits répétés avec un ancien président iranien. Et quand bien même cette opération semble avoir échoué, eh bien, ça montre au régime iranien qu'il ne peut avoir confiance finalement en personne. Et ces fuites, elles ont quelque chose de positif, c'est qu'elles peuvent amplifier le sentiment de paranoïa qui règne d'ailleurs déjà au sein du régime iranien. Et puis,
toujours sur le fait que cette opération elle est relativement culottée, le Mossad n'est pas allé chercher un pro-israélien. Le Mossad est allé recruter, ou plutôt tenter de recruter, un ex-président iranien connu pour ses positions particulièrement radicales. Ahmadinejad, il a appelé à de multiples reprises à la disparition, ou plutôt la destruction de l'État d'Israël. Sauf que le Mossad savait très bien, d'une part, qu'il était encore plus attiré par le pouvoir que finalement par ses propres convictions politiques, mais aussi le Mossad savait qu'il avait déjà une base politique importante, et ça, c'était un outil de taille. Tentative de retournement d'un ancien président iranien, David Rigoulet-Rose. D'un mot, est-ce que c'est de nature à effrayer et de susciter la paranoïa à Téhéran ? Oui, non, mais probablement. Alors c'est l'opération dite Chaboté, qui est faite par le Mossad, mais il était tenu probablement. Et d'ailleurs, ça explique aussi pourquoi il a été harponné. En 2024, il avait reconnu que le plus haut responsable du pays chargé de faire face aux activités contre Israël était un agent du Mossad. C'est-à-dire tout son entourage en fait était infiltré par le Mossad depuis longtemps, et donc le Mossad savait exactement ce qu'il en était au plus haut niveau. Et donc c'est pas forcément tout à fait un hasard si c'est lui qui était choisi. Il l'a été aussi parce que vous avez raison, il était laïque, il critiquait le pouvoir du clergé corrompu, oui. Donc c'était porteur. Et puis il avait une base populaire, ce qu'on oublie, et c'est important par rapport à un éventuel changement de régime où il faut une assise. Et donc le calcul a pu être celui-là en instrumentalisant quelqu'un qui était déjà tenu partiellement. Un certain sens de l'opportunisme, en tout cas pour ce Mahmoud Ahmadinejad qui a un contrat sur la tête. À mon avis, on ne le reverra pas de sitôt dans les rues de Téhéran. Merci à vous, mesdames, messieurs. Peut-être on verra la suite de cette histoire. On l'écrira dans le grand dossier. Il est 18h et l'information qui marque cet après-midi, à nouveau, c'est ce feu terrible qui ravage la forêt de Fontainebleau. Et c'est le premier titre de votre journal. Sylvia Micol. Oui, avec 2 feux différents qui ne sont toujours pas fixés à cette heure. Les flammes ont parcouru depuis dimanche 2050 hectares selon le préfet de Seine-et-Marne, c'est-à-dire à peu près 10% du massif. C'est le double d'hier. La difficulté, c'est parfois d'avoir accès au site. Pour les pompiers, des bulldozers, par exemple, sont entrés en action aujourd'hui. On va retrouver Hugo de Matos sur place avec Marius Noël pour LCI. Hugo, bonsoir. Où en est-on à cette heure de la journée ? Eh bien, le travail des sapeurs-pompiers, il se poursuit ici, notamment dans les lisières, parce que tout à l'heure, aux abords de là où nous nous trouvons, un nouveau départ de feu a eu lieu. Comme vous pouvez le voir ici, il y a encore des fumées. Le sol est également très chaud, l'air difficilement respirable. Et vous voyez au sol cette terre noircie par les flammes. Les sapeurs-pompiers, ils sont en ce moment dans les lisières, pas très loin de là où nous sommes, avec Marius Noël, dans ces zones hautement inflammables en raison des points chauds, des braises qui continuent de fumer, même après le passage des flammes. Ils nous ont d'ailleurs demandé de reculer et de ne pas les suivre parce que c'était trop dangereux. Le feu se propage très rapidement selon eux à cause du vent qui favorise la reprise de ces incendies. Ce feu qui n'est pour l'heure toujours pas fixé ici près de Fontainebleau. Merci beaucoup Hugo et merci aussi à Marius Noël à vos côtés pour ces toutes dernières informations. Faisons à présent un point avec vous Marie Belot. Bonsoir du service police-justice de TF1 LCI sur les responsabilités. Le ministre de l'Intérieur évoquait la piste de l'origine volontaire hier. 6 personnes sont en garde à vue, dont un pompier volontaire qui a reconnu les faits. Oui, sur les 6 gardes à vue, 2 sont en lien avec le départ de feu de dimanche en bordure de l'A6 qui a embrasé la forêt. L'hypothèse de travail des enquêteurs est que ce feu pourrait être parti de travaux à proximité immédiate de l'autoroute. Des témoins ont été entendus et 2 personnes placées en garde à vue. Par ailleurs, hier, les pompiers ont dû faire face à de nouveaux départs de feu, ce qui évidemment a compliqué leur travail. 4 gardes à vue sont en cours sur ces nouveaux départs et 2 ont reconnu leur implication. En effet, un pompier volontaire de Fontainebleau, âgé de 18 ans, qui reconnaît avoir mis le feu à des brindilles avec un briquet et de l'essence, alors que ses collègues faisaient déjà face à un incendie sans précédent. Il y a aussi un jeune homme de 18 ans qui reconnaît avoir accidentellement mis le feu en jetant sa cigarette aux portes de la ville de Fontainebleau. Merci beaucoup Marie pour ces toutes dernières informations. Merci à vous. Prenons à présent la direction de Nice où l'on rend hommage aux victimes des attentats du 14 juillet 2016, 10 ans déjà. Ce soir-là, 86 personnes sont fauchées sur la promenade des Anglais et plus de 400 autres seront blessés. On va retrouver Léonard Attal sur place avec Agathe Géraud. Bonsoir à tous les deux. Léonard, en hommage en présence d'Emmanuel Macron, quel est le programme de cette soirée qui va démarrer ?
Eh bien, cette cérémonie va débuter dans un instant ici sur la place Masséna à Nice. Regardez derrière moi, c'est 86 chaises bleues disposées en arc de cercle, la forme de la baie des Anges. 86 chaises comme les 86 personnes qui ont perdu la vie il y a maintenant 10 ans sur la promenade des Anglais. Hommage sera rendu aussi aux 450 blessés, mais également aux pompiers, aux forces de l'ordre. Vous les voyez sur ces images d'Agajero qui sont intervenus parmi les premiers il y a maintenant 10 ans, ce 14 juillet 2016. 700 spectateurs sont attendus, ils sont déjà en place. Parmi eux aussi des personnalités politiques de premier plan, les anciens présidents Nicolas Sarkozy, François Hollande, mais aussi pour le Rassemblement national, Marine Le Pen et Jordan Bardella. Emmanuel Macron, lui, va prononcer un discours après celui du maire de Nice, Éric Ciotti. La soirée va se poursuivre avec un concert de l'orchestre philharmonique de la ville de Nice avant un spectacle de drones. Et cette commémoration va se terminer à 22h34 précisément. 22h34, l'heure à laquelle a débuté à la minute près l'attentat il y a maintenant 10 ans sur la promenade des Anglais. Merci beaucoup Léonard et merci également à Agajero pour les images à vos côtés. Voilà, restez avec nous sur LCI. Dans un petit instant, vous retrouvez Amélie Carouer pour 24 heures. Très belle soirée sur LCI.